Nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous le professeur Boussouda, donc qui est au service d'odontologie, donc qui est professeur universitaire et qui est pédodontiste, et qui va nous faire un tour d'horizon, tout ce qui concerne donc les anomalies dentaires chez les enfants. Donc c'est des choses de notre pratique quotidienne. Voilà, je laisse tout de suite la parole. Vous avez 20 minutes. Sur le programme, c'est 20 minutes. Voilà, je vais essayer de m'adapter. Je voudrais tout d'abord remercier l'association des pédiatres des Jeudis d'Al-Khair de m'avoir invité si gentiment à participer à ce congrès. Donc on m'a demandé de parler des anomalies dentaires. C'est un sujet pour nous en tant que pédodontistes de spécialité. Donc c'est très vaste et c'est justement très difficile de pouvoir aborder le sujet en si peu de temps. Mais je vais essayer de voir avec vous certaines situations cliniques essentiellement qui impliquent aussi bien le pédiatre que le pédodontiste. Et donc, la mise en place des dents temporaires et permanentes, comme pour tout l'organisme en fait, elle répond à des normes et un synchronisme qui est vraiment précis aux différentes étapes, notamment depuis la conception jusqu'à la mise en fonction de ces dents. Donc il y a une chronologie, il y a énormément d'éléments, ce qui va donner une harmonie dans les différents paramètres. Donc la forme, la taille, la chronologie d'éruption des dents, la position, la structure et la teinte des dents. D'accord. Donc le développement et la croissance vont débuter très tôt en intra-utérin. Donc les dents temporaires sont pratiquement complètement terminées déjà à la naissance. Et pour les dents permanentes aussi, elles débutent très tôt également. Donc ce développement est un processus complexe sous contrôle moléculaire strict. Et les anomalies, ça va être en fait des altérations qui vont survenir au cours de cette période. Donc toute perturbation qui va survenir va pouvoir être à l'origine d'une éventuelle anomalie de développement dentaire. On retrouve les origines génétiques. Ça peut être lié à des perturbations locales, systémiques, et tout ça donc, au cours du processus de la formation de la dent. Et donc comme résultat, on peut avoir des anomalies qui peuvent être localisées. Ça peut être loco-régional, c'est-à-dire un groupe de dents, ou ça peut être carrément généralisé et concerner toutes les dents. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut toucher la forme, la taille, le nombre de dents, la structure ou encore la chronologie d'éruption des dents. Alors là, cette diapositive, c'est juste pour vous montrer, en fait, par rapport à l'évolution des dents, on a des dates où à chaque date on a un degré d'évolution de la dent. Et donc là par exemple, je sais qu'à un certain âge, par exemple à 6 ans, on a la formation par exemple de la couronne de telle dent, de telle prémolaire, etc. Et c'est la même chose pour les dents temporaires. Et ça va se répercuter cliniquement. Et donc là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, cette patiente, c'est une patiente qui avait consulté au service des urgences à la fac dentaire et qui avait consulté pour une infection, donc un abcès lié à une molaire temporaire. La petite patiente avait une leucémie aiguë, elle était sous chimiothérapie au niveau de cette période, donc on a géré l'urgence. Et on a perdu de vue, on la retrouve quelques années plus tard, on voit qu'elle a été perdue de vue, il y a des carrés, etc. Donc elle n'a pas été suivie. Mais on se rend compte qu'après l'éruption des prémolaires, qui était en cours de formation ici, on voit qu'il y a une anomalie de formation au niveau de cette prémolaire. Regardez ici. Et donc on se dit, est-ce que c'est l'infection ou bien est-ce que c'est la maladie en elle-même ou le traitement carrément. Mais on se rend compte que même la prémolaire de l'autre côté, elle a la même anomalie. Et donc certainement que c'est en rapport avec la maladie, donc la leucémie, avec toutes les perturbations qui l'accompagnent, ou avec le traitement là aussi qui est très agressif au niveau de la période où cette dent était carrément en formation. Donc un deuxième cas clinique, là c'est une patiente qui à l'âge de 13 ans avait consulté
pour des édentements multiples. Donc elle est venue pour une réhabilitation prothétique pour pouvoir s'alimenter plus facilement et tout. À l'examen clinique, on voit qu'il y a une anomalie au niveau des formes des dents, donc elles ont l'air d'avoir une forme conique plutôt, ce qui n'est pas habituel. Et il n'y a pas d'histoire d'extraction dentaire. Donc c'est des dents qui sont agénésiées, plusieurs dents, donc c'est une oligodontie en fait. Et quand on pousse l'anamnèse, la patiente révèle des éruptions cutanées au niveau des membres inférieurs avec qui étaient au cours de la petite enfance, qui étaient traitées par des pommades selon la patiente avec de l'aspirine à base d'acétylsalicylique au niveau de ces lésions. On en voit qu'il y avait les mêmes lésions au niveau du côté droit, aussi au niveau de la face et une légèreté au niveau des sourcils. Donc c'est une patiente qu'on a binantée, on l'a orientée vers le service de génétique et de dermatologie qui ont diagnostiqué un syndrome d'incontinence pigmentique et donc qui a été diagnostiqué à l'âge de 13 ans au décours d'anomalies dentaires. Donc c'est pour un petit peu ressortir la notion d'importance de cet examen dentaire chez l'enfant. Voilà. Donc un deuxième patient qui nous a été orienté par le service d'hématologie, qui a fait des éruptions. On voit ici, c'est des éruptions prématurées. On voit par exemple pour cette incisive, pratiquement, il n'y a que la couronne qui est formée, donc la racine n'a pas encore débuté son édification et déjà la dent, elle a fait son éruption. Là, cette dent, elle est sous forme de germe carrément. Là, on a seulement la couronne de la prémolaire qui a fait son éruption. Et on voit une atteinte granulomateuse de la gencive. On a fait une biopsie et c'était un patient qui était atteint d'une histiocytose langaire ancienne, une histiocytose X. On voit là l'aspect de cette résorption osseuse qui va créer cette éruption prématurée des dents. Donc autant de situations qui vont être montrer la relation entre ces anomalies dentaires et l'état général des patients. Professeur, excusez-moi, vous avez 30 minutes, je me suis trompée, donc soyez plus calme. J'accélère. Là, on voit, c'est un patient qui a consulté, bon, il est connu, il a un syndrome d'Apert avec une syndactylite, une craniosténose et une exophtalmie, mais à côté de ça, au niveau bucco-dentaire, on voit une absence de plusieurs dents. Cliniquement, et là c'est la radio panoramique qui a montré que en fait toutes les dents sont présentes. Donc, c'est un enfant qui a 9 ans qui devrait avoir les incisives, toutes les dents devraient être en bouche. Elles ne sont pas présentes, mais ça n'a pas du tout une agénésie. Toutes les dents sont présentes, mais dans le cadre du syndrome, il y a un retard d'édification des dents. Et on voit que les prémolaires quand même, elles sont un petit peu à ce stade, à l'âge de 9 ans, elles doivent être au moins avec l'édification des 2 tiers radiculaires, ce qu'on ne voit pas ici. Et donc là, ça rentre dans le cadre du syndrome. Et voilà. Donc là aussi, là c'est un patient qui a consulté et on a trouvé une absence des premières molaires permanentes. Donc les dents de 6 ans étaient absentes, elles n'ont jamais fait leur éruption, donc c'est une agénésie effectivement, mais c'est des dents rarement concernées par l'agénésie. En général, l'agénésie, ça va être des dents de fin de série, c'est-à-dire soit des dents de sagesse, c'est la dernière molaire à faire son éruption, les deuxièmes incisives, c'est-à-dire les latérales, parce que donc vraiment les dents de fin de série, les deuxièmes prémolaires. Mais quand on a une première molaire qui agénésie, c'est un petit peu douteux. Et là, chez ce patient, là aussi, qui avait... Pardon. Alors, je suis là, voilà. On voit effectivement qu'il y a absence de ces premières molaires. Mais à côté de ça, on voit une agénésie d'autres dents. Et la forme des canines est un petit peu particulière, trop conique. La forme des deuxièmes molaires, là aussi, est atypique, avec pratiquement la racine très très fine. Donc, quand on voit des cas pareils, ça fait suspecter quand même il faut pousser un petit peu plus loin pour voir s'il n'y a pas de syndrome, surtout les dysplasies ectodermiques, un certain nombre de syndromes qui peuvent être associés à ce type d'anomalie. Donc on a vu quand même pas mal de types d'anomalies, des éruptions prématurées, des éruptions, des agénésies, des éruptions retardées, comme on peut le voir ici. Regardez
chez ce patient, il y a eu les incisives centrales n'ont pas fait leur éruption, alors que les latérales sont déjà là. Donc il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on a pris une radio, on voit déjà qu'il y a une image là qui n'est pas habituelle. Et sur la rétroalvéolaire, on voit qu'il y a une opacité qui montre qu'il y a une superposition de structures dentaires. Et donc, c'est des dents surnuméraires, c'est des odontomes en fait, qui bloquent l'éruption de ces dents permanentes. Et c'est un motif de consultation qui est fréquent chez nous en consultation pédodontiste, parce qu'il y a le retard d'éruption. Quand on prend la radio, on trouve ces dents surnuméraires qui restent quand même quelque chose de fréquent chez les enfants. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Et très souvent, elles vont empêcher l'éruption des dents permanentes. Mais dans certaines situations, elles vont pouvoir faire leur éruption les dents, mais elles risquent d'être en malposition, comme on voit pour cette dent surnuméraire ici, qui a un petit peu perturbé l'axe d'éruption de cette incisive permanente. Alors, pour alors, regardez ici, on voit la même chose. L'incisive a totalement fait son éruption, et celle-là, non. À la radio, on peut voir la même chose, un odontome. Et là, donc les dents surnuméraires, pour ne pas me répéter, vont être là aussi des causes d'anomalies dentaires, et c'est fréquent dans la population infantile. C'est des motifs de consultation en fait en orthodontie, beaucoup, et aussi en pédo. On voit ici. Alors là, la particularité de ces anomalies, notamment cette rétention ou retard d'éruption de l'incisive, c'est que ça peut être des dents surnuméraires, mais ça peut être aussi lié à un traumatisme de la dent temporaire. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Quand la dent temporaire, des fois, elle fait il y a un traumatisme, soit qu'elle va être intruse ou bien expulsée des fois à cause donc vers l'âge de 3 ans, 4 ans. Et il va y avoir des répercussions parce que l'atteinte du germe, on va le voir plus tard, donc peut avoir une modification de l'emplacement ou carrément arrêter le développement de ce germe de la dent permanente, comme on peut le voir chez ce patient. Donc elle a complètement changé son axe et elle n'est pas sortie. Voilà, donc des fois, il n'y a pas que le changement d'axe, mais il y a carrément une malformation de la dent, parce qu'au moment où il y a eu le traumatisme de la dent en fait permanente, elle est vraiment à un état où elle est encore pas solide. Il y a elle est vraiment des fois à l'état de germe, très facilement impactée par ce choc au niveau du traumatisme de la dent permanente. Alors, quand on a vu un petit peu les anomalies chronologiques, les anomalies de nombre, et là on voit par exemple cette situation, c'est un patient qui a des anomalies de structure au niveau des molaires temporaires. Alors les molaires temporaires, on termine leur maturation à la naissance, et regardez, l'anomalie de structure, elle va toucher essentiellement première molaire temporaire, deuxième molaire temporaire, on voit au niveau de l'arcade supérieur et inférieur. C'est un patient qui a subi une hypocalcémie sévère à la naissance, et ça s'est répercuté par ces anomalies de structure. Donc la structure de la dent, en fait, elle a été altérée par cette perturbation qui s'est produite au niveau de cette période. Une autre anomalie de structure, là on peut dire que c'est une anomalie de structure, c'est pas à la base une carie, parce que vu la localisation des lésions, en général quand il s'agit d'une carie, ça va être plutôt ici, parce que c'est une zone où il y a des dépôts, des aliments, donc elle va plutôt débuter ici quand c'est de la carie. Mais là c'est vraiment des anomalies de structure, c'est un patient qui a une maladie ectodermique, et bon, au niveau de la dent temporaire, elles sont atteintes aussi. Quoique les dents temporaires, très souvent, elles sont épargnées par rapport aux dents permanentes. Alors là, ce patient, celui-là, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus pour ne pas l'accorder.
Mais là, regardez une patiente qui avait une anomalie structurelle, là aussi au niveau des deuxième molaire, première molaire temporaire. Je n'ai pas mis l'arcadjo parce que c'est la même image. Mais c'est une patiente qui a une tumeur germinale à la naissance, qui a subi une chimiothérapie vraiment dans la période après la naissance. Et ça s'est répercuté par ces anomalies. Donc c'est très important de aussi pouvoir peut-être informer les parents qu'au niveau dentaire, il peut y avoir des soucis pareils. Et surtout pour une consultation précoce, parce que des anomalies structurelles pareilles vont donner une vulnérabilité des dents qui vont vite se carrier, qui vont vite être la source d'infection ou de problèmes plus tard. Alors, d'autres anomalies liées au traitement, comme on voit ici, regardez la taille de cette prémolaire par rapport à la prémolaire qui est à côté. Donc on voit qu'il y a un anisme, la deuxième molaire aussi. Et là, c'est des dents qui font leur développement à des âges assez proches. Donc, elles font leur éruption vers l'âge de 11-12 ans, les deux. Et donc, elles ont été impactées de la même manière. Et c'est une patiente qui était sous chimiothérapie là aussi. Et les séquelles vont se manifester par des anomalies de forme, des anomalies au niveau du développement des dents. Donc il y a la racine là qui n'a pas encore débuté, mais on voit déjà que la taille de la dent est plus réduite. Et donc c'est l'impact de la thérapeutique qu'a subi cette dent. Alors d'autres troubles qui peuvent être liés à une toxicologie, notamment là, au fluor, c'est la fluorose dentaire. Et là, on voit, regardez, c'est des lésions en bande qui vont toucher toutes les dents dans certaines situations quand l'intoxication est un petit peu sévère. Et là, ça rejoint au niveau de notre pays, donc le fait qu'il y ait des zones endémiques, notamment à Safir, Ribga, Youssoufia, mais pas que ça, parce qu'il y a des régions où il y a des usines, il y a une contamination industrielle qui fait qu'il y a ce risque de fluorose, indépendamment des phosphates et tout ça. Alors là, c'est important aussi à détecter, à prendre en charge, mais il ne faut pas négliger. Regardez ces taches au niveau de ces incisives, et c'est une fluorose qui est légère. Et là, il y a le problème de prescription de fluor par les pédiatres aussi, qui était faite pendant un moment de façon pratiquement systématique et qui théoriquement n'est pas justifiée dans notre pays. Parce qu'on n'a pas on ne connaît pas avec précision la quantité de fluor consommée, la quantité de fluor qui est retrouvée dans l'eau consommée. Est-ce que cette personne prend de l'eau potable ou une eau de puits? Donc il y a énormément d'éléments qui font que la prescription de fluor par comprimé, par voie générale, n'est pas justifiée chez nous au Maroc. En principe, une bonne motivation à l'hygiène, une prescription locale, topique par des dentifrices, un bain de bouche éventuellement, peut être suffisant. Parce qu'il y a aussi la consommation même au cours du brossage, l'enfant va avaler du dentifrice, donc il y a quand même des apports qui ne sont pas connus avec précision, qui font qu'il y a des risques. Et là, je souligne un petit peu cet élément qui est la prescription systématique de fluor chez l'enfant. Alors là, c'est une coloration des anomalies de teinte qui sont dues à la prescription de tétracycline avant l'âge de 8 ans, donc ça vous devez connaître aussi. Alors je passe aux anomalies de structure, en particulier la mélogénèse imparfaite. C'est une anomalie qui peut être génétique ou syndromique, qui est extrêmement rare, donc c'est pas du quotidien chez vous, mais nous on les reçoit parce que finalement c'est des cas qui vont peut-être un petit peu difficilement être pris par les omnipraticiens, donc ils vont consulter dans une structure peut-être spécialisée comme à la fac, mais c'est des cas qui sont très importants à diagnostiquer précocement parce qu'il y a un préjudice esthétique qui est très important. Il y a des conséquences psychologiques, les enfants au moment du développement, il y a ces soucis, il y a des problèmes de sensibilité dentaire parce que les dents ne sont plus protégées par l'émail et donc ça donne des sensibilités, elle n'arrive même pas à boire de l'eau des fois et tout. Et le problème aussi qui est lié à ces amélogénèses imparfaites, où il y a des dentilogénèses imparfaites, donc c'est des maladies, on a dit génétiques ou syndromiques, mais
c'est le problème d'abrasion des dents au niveau des molaires. Donc ça perturbe aussi la dimension verticale, c'est-à-dire la dimension au niveau de l'occlusion, et ça perturbe la perturbation par rapport à l'équilibre des étages de la face et tout ça. Donc c'est un petit peu problématique. Même la prise en charge, en fait, en pédodontie, elle est difficile pour nous. Donc c'est une prise en charge multidisciplinaire avec le service de prothèse, le service d'orthodontie, parce qu'il y a des malocclusions associées. Mais c'est quand même des patients qui vont peut-être certainement consulter chez un pédiatre avant d'atterrir chez nous. Et donc d'avoir ça, l'idée est de connaître ce type d'anomalie et de pouvoir un petit peu les orienter précocement et les informer aussi, parce qu'il y a la notion de fratrie qui est très retrouvée. Donc pour nous, dès qu'on reçoit un patient qui a ce type d'anomalie, d'emblée on fait l'examen de toute la famille, donc la fratrie est interrogatoire par rapport aux parents. Alors là, c'est par contre une anomalie qui est très fréquente et que vous risquez de voir dans votre consultation, et qui est c'est l'hypoplasie incisive molaire. Donc l'hypoplasie incisive molaire, c'est une anomalie, ça ne fait pas très longtemps qu'on a commencé à en parler, ça fait beaucoup moins longtemps que pour les amélogenèses imparfaites. C'est une anomalie où on va trouver une tache ou une anomalie au niveau des incisives et au niveau de première molaire permanente, le plus souvent. Donc ça s'appelle MIH, donc hypoplasie incisive molaire. Alors sa particularité, c'est que c'est très fréquent. On a fait une étude au Maroc sur à peu près 1000 enfants scolarisés, et on a trouvé 8% quand même des enfants qui étaient atteints d'MIH, ce qui constitue un taux très important. L'étiologie, elle n'est pas connue avec précision. Il parle de causes prénatales, notamment les infections urinaires chez la maman, les déficits en vitamine D, en périnatal aussi, les otites à répétition, les bronchites à répétition, les fièvres à répétition, mais surtout la prescription d'amoxicilline à répétition chez le tout petit enfant. Donc c'est des causes qui ont été citées. Là, il parle de toxicologie, d'intoxication en rapport avec la dioxine et certains autres produits, mais ce qui ressort, c'est les principales causes qui sont évoquées par les études, mais la cause précise n'est pas retrouvée. Alors pourquoi j'insiste sur cette pathologie? Parce que, mis à part ça, qui peut constituer un motif de consultation en fait chez nous, mais là, c'est l'atteinte de la première molaire permanente. On a dit tout à l'heure que c'était une dent très importante pour nous. C'est une dent qui va assurer l'occlusion pendant la denture mixte, c'est-à-dire quand les prémolaires n'ont pas encore fait l'éruption, les molaires temporaires sont assez résorbées, elles vont assurer non seulement la fonction, c'est-à-dire la mastication et différentes fonctions, mais aussi le maintien de la dimension verticale qui va équilibrer les étages et qui joue un rôle très important pour nous par rapport à la croissance faciale et la croissance bucco-dentaire. Donc c'est une dent qui est capitale. Malheureusement, on reçoit énormément de patients où cette dent, elle est carrément délabrée, c'est-à-dire qu'il faut l'extraire. D'ailleurs, c'est une dent qui est largement extraite chez nous, alors que c'est une perte pour le patient, parce que toute sa vie, déjà, il aura un problème, il faudra implanter, c'est un problème qui commence. Donc l'idée, c'est que aussi le pédiatre soit très sensibilisé par rapport à cette première molaire permanente, à cette dent. Alors, au niveau de ces MIH, je regardais rapidement, cette dent va être, comme elle va avoir cette anomalie de structure, va se compliquer de caries, parce que c'est une dent fragile, mais aussi les sensibilités. Les sensibilités sont très intenses chez ces enfants, donc ils ont du mal à manger et ils ont aussi du mal à se brosser les dents. Quand il va se brosser les dents, il va avoir extrêmement mal, donc il ne va pas se brosser les dents et ça va s'aggraver et ça va conduire à une perte carrément rapidement de ses dents. On le voit ici, regardez, et c'est les 4 premières molaires permanentes. C'est une destruction en nappe. Rapidement, elle va être détruite là-dedans, et donc avec un affaissement de la dimension verticale d'occlusion et toutes les conséquences qu'on a dit tout à l'heure. Donc je souligne l'importance de jeter un coup d'œil au niveau des dents pour pouvoir dépister ce genre d'anomalie. Alors je vais parler aussi on en a parlé tout à l'heure, c'est des séquelles des traumatismes des dents temporaires.
très souvent l'enfant très jeune, 2 ans, parfois 3 ans, il va aller chez le pédiatre. Pas forcément chez le pédodontiste, les parents vont l'emmener chez le pédiatre. Et là, c'est important de souligner la notion d'informer les parents. Il y a des risques pour la dent permanente qui vient. On voit ici la relation, et la relation, elle dépendra de l'intensité du choc. Là, elle dépendra de l'axe. Des fois, on a une intrusion là-dedans, elle rentre complètement, et donc on va voir est-ce qu'elle va toucher le germe ou pas. Et donc les séquelles sont quand même assez nombreuses. Là, on peut voir une anomalie de structure au niveau de cette incisive qui est due à un traumatisme de la dent temporaire vers l'âge de 4 ans. Et on voit que la dent était presque édifiée. En fait, l'anomalie, c'était une anomalie de structure. Et ça s'est compliqué d'une carie. Donc là, on voit que ça a traîné. Et là, on peut avoir une atteinte pulpaire et donc altérer carrément le... Là, c'est une... pardon, ici c'était 3 ans. Et là, c'est 4 ans. Une atteinte des 2 incisives, aussi par un traumatisme des dents temporaires. Là aussi, c'est un élément voilà, donc les conséquences, ça peut être des anomalies d'éruption, des anomalies, des rétentions de la dent, elles sortent carrément. Des fois, c'est la formation de la dent qui est arrêtée, mais des fois, c'est une anomalie de structure qui est en rapport avec ces traumatismes des dents temporaires. Alors, d'autres situations, là, c'est une dent d'Hutchinson, c'est une dent qui a une anomalie de structure qui est due à une infection de la dent temporaire. C'est pas très fréquent quand même chez nous, mais ça existe. L'infection, elle a touché la dent à un stade très très précoce et ça s'est manifesté par une atteinte pareille. Alors pour finir, je voudrais aussi insister sur des situations qui ne sont pas des anomalies dentaires, mais pour lesquelles on peut faire une confusion et qui sont aussi des motifs de consultation, aussi bien chez le pédiatre que chez le dentiste. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Non, c'est du tartre. Oui, c'est du tartre juvénile. Oui, c'est du tartre juvénile. Ça s'appelle aussi tartre sérique parce que c'est lié à la salive ou des black stains. Et des fois, ça touche pratiquement sur toute la surface des dents. Et alors, ce qui est positif, c'est que les enfants qui ont ce type de tartre ont peu de caries, en général. Donc, c'est des enfants qui vont avoir moins de caries. Je crois que c'est en rapport avec la flore buccale. Mais les enfants auront moins tendance à développer du tartre comme ceux de l'adulte, des dépôts de tartre. Ça va être plutôt ça, très souvent, aussi bien chez l'enfant que chez l'adolescent, sauf s'il y a des problèmes en particulier, donc plus rarement. Alors il faut là aussi savoir que ce n'est pas du tout des anomalies dentaires, c'est très simple, ça s'enlève très rapidement avec un détartrage aux ultrasons ou bien avec un petit appareil chez nous, avec un détartreur, un petit acte chez le dentiste et ça récidive. Ça peut récidiver et ça part à un certain moment spontanément chez l'adolescent. Deuxième situation clinique, l'avant-dernière. Alors ça, c'est des enfants quand ils viennent comme ça chez nous. Donc ça, c'est de la carie, parce qu'on voit que la zone où il y a les destructions, c'est vraiment à côté de la gencive. C'est une zone où il va y avoir des dépôts alimentaires, des dépôts de biofilms, de plaques bactériennes. Et on voit l'inflammation et la destruction de ces dents. Alors c'est des enfants, là, qui ont plus, il faut rechercher les habitudes alimentaires. Est-ce qu'il y a une succion de pain, une succion de biscuits? Ils mettent du pain en bouche et ils le gardent toute la matinée. Et c'est extrêmement destructeur. Quand les patients arrivent chez nous, c'est vraiment, on a ces états pareils. Quand on voit des situations pareilles, la première des choses qu'on cherche, donc c'est une polycarie juvénile. Heureusement, c'est pas très fréquent. C'est vrai qu'on a un taux de carie qui est élevé, mais ces situations donc c'est pas des anomalies dentaires, c'est des polycaries. Ils sont essentiellement en rapport avec les habitudes alimentaires qui sont quand même pas géniales. Alors pour finir, c'est la carie de la petite enfance. Je suppose que vous connaissez tous et qu'on voit de plus en plus chez nous en consultation. C'est problématique parce que tous les dentistes ne les prennent pas en charge. C'est des enfants très jeunes, 2 ans et demi, 3 ans, complètement négatifs et avec des caries qui touchent toutes les dents, avec des complications infectieuses. L'enfant n'arrive pas à manger forcément, donc l'alimentation aussi est perturbée, des douleurs et tout ça.
Et c'est extrêmement fréquent dans notre population. C'est directement lié aux habitudes alimentaires, donc l'endormissement au sein, l'endormissement au biberon et d'autres habitudes. Donc la tétine qui est imbibée de sucre ou confiture ou des choses comme ça. Et là, ça peut être des lésions qui sont un petit peu sévères, quoique ici, c'est quand même, il y a une perte de substance et donc... et ça peut aller à des états pareils. Et imaginez un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, chez qui on doit enlever toutes ses dents et mettre une prothèse et traiter l'infection et tout. Ce n'est pas des anomalies dentaires. C'est vrai qu'il y a une petite prédisposition, mais en général, c'est des habitudes alimentaires. Dès qu'il y a gestion de ces habitudes, on est plutôt dans la guérison et l'arrêt du processus. Voilà, donc pour conclure, je peux dire que les anomalies dentaires peuvent être un signe. Le pédiatre va être le premier à voir l'enfant en général, et donc il faut avoir cette habitude, je suppose que vous l'avez, mais j'insiste pour que ce soit vraiment régulier, d'examiner la bouche, les dents, peut-être un petit peu, il peut y avoir une petite chose qui peut attirer votre attention et aider cet enfant à peut-être à grandir dans de meilleures conditions. Donc le dépistage, il va être là aussi souligné. Les anomalies peuvent affecter l'esthétique, la fonction, influencer l'harmonie de la cavité buccale et constituer un motif de consultation. Il faut savoir justement avoir une idée par rapport à l'importance de ça dans la vie de cet enfant. Et pour nous, en tout cas, le diagnostic précoce peut permettre une prise en charge à temps, éviter les conséquences, les complications et l'aggravation. Et donc, je souligne le rôle du pédiatre et l'importance de cette collaboration entre le pédiatre et le pédodontiste. Donc, je vous remercie et... Merci, professeur. Spécialité, est-ce qu'il y a, parce que maintenant, on remarque que tous les enfants vont chez l'orthopédiste, est-ce qu'il y a une anomalie ou un changement anatomique qui explique ça? Ce qu'on nous dit, les orthos, ils nous disent que la cavité buccale, maintenant, elle est devenue plus petite que les dents, et c'est pour ça qu'on a des anomalies. C'est une question qui se pose régulièrement par les parents, et maintenant, on voit, en dehors de l'esthétique, en dehors de l'amélioration du niveau de vie, d'un désir d'avoir une bonne dentition, etc., il y a vraiment la nécessité médicale de faire ces gestes-là, les bagues, etc. Et puis, ces problèmes-là, on est vraiment très confrontés au quotidien. Parce que les parents, ils attendent la première réponse du pédiatre avant l'orientation. Et pour bien orienter, maintenant, chaque chose, il est orienté vers quelqu'un de très spécialiste. Donc, c'est vraiment très intéressant de connaître ces anomalies-là. Merci. Merci. Alors pour les thérapies, il y a c'est vrai que pour la chimiothérapie, les risques sont en rapport avec des produits qui sont une toxicologie directe au niveau de la muqueuse buccale. Et cette toxicologie, elle est liée donc à certains traitements qui sont plus agressifs que d'autres par rapport à la cavité buccale. Et même quand il y a de la prévention et tout, il n'y a pas, on n'éradique pas directement le risque d'avoir ces complications. Mais on peut avoir moins de complications quand il y a une gestion quand il y a une bouche où il y a déjà une infection, il y a plusieurs caries, il y a plusieurs problèmes, une mauvaise hygiène, les manifestations sont plus importantes et le risque infectieux qui peut aggraver en fait ces complications est plus présent. Maintenant, il y a certains traitements qui provoquent une sécheresse buccale. La sécheresse buccale va limiter cet effet tampon de la salive et donc risquer de donner plus de complications là aussi de notre côté. Par rapport à l'ortho, je pense... Juste parce qu'on a des problèmes avec ces enfants quand on les oriente chez les dentistes, ils refusent de les prendre en charge. Ils refusent sous prétexte qu'ils sont sous traitement immunosuppresseur. Non, je ne vous touche pas. Même si on rédige une lettre, c'est un enfant qui peut être traité comme tous les autres, à condition d'être sûr qu'il n'y a pas d'infection. Et s'il y a une infection, il faut la traiter avant. C'est tout. Vraiment, on a un problème avec ces enfants. Il faut chercher juste un référent
qui peut être un peu plus impliqué dans ce type de situation. Je comprends, parce qu'on a le même problème à Casablanca déjà. On a un centre de soins de référence en principe, il doit recevoir que les patients qui sont des cas complexes et tout. Et ça va nous simplifier la vie parce qu'on va plus se concentrer alors. Mais le problème, c'est qu'on reçoit tous les patients enfants. Donc, les gens n'ont pas envie de se casser la tête avec les enfants. Et donc, ils les écartent. En fait, ils les écartent, mais ils envoient plutôt au centre de soins pour ça. Mais une fois qu'on trouve un référent dans ce sens, il y a des personnes qui sont impliquées, oui. Il faut juste coordonner dans ce sens. Pour l'ortho, je crois que c'est une demande générale d'esthétique actuellement. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des dépistage des anomalies. Avant, on pouvait trouver quelqu'un qui avait des anomalies dentaires et qui les tolérait très très bien. Et maintenant, quand tu vas aller à l'école, on va lui dire ah, qu'est-ce qui se passe à Snankada. Et je pense que ça joue un rôle dans cette... Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'il n'y a pas de fondement anatomique, c'est-à-dire... On a connu comme ça la diminution de la taille des arcades et tout. A priori, dans la salle, s'il vous plaît, il reste 4 minutes pour la discussion. Encore des questions, donc monsieur et docteur Kaptouri. Merci professeur Bensouda pour cette belle présentation et cette belle iconographie. Vous avez parlé des dents jaunes, on prescrit plus de la tétracycline bien sûr, mais nous en tant que pédiatres nous prescrivons beaucoup de traitements martiaux et actuellement beaucoup de nourrissons sont sous corticothérapie inhalée au long cours. Alors qu'en est-il sur l'impact sur les dents? Alors par rapport au fer, à la supplémentation en fer, ça cause plutôt des anomalies acquises comme le type de tartre sérique qui sont très bénins, donc ça ne pose pas du tout de problème. Donc il faut juste accompagner avec l'hygiène pour un petit peu réduire l'impact. Donc ça ne donne pas des anomalies dans la structure de la dent. A priori, et c'est pas décrit, mais les bactéries chromogènes, c'est retrouvé beaucoup plus actuellement. Et c'est géré, donc c'est gérable par rapport à ça. La deuxième question par rapport au oui. Alors, on avait fait un travail sur ça. Chez des enfants atteints asthmatiques et atteints de problèmes de rhinite allergique et sous traitement, on avait trouvé ils avaient plus de carrés et tout, et même dans la littérature c'est décrit, mais c'est plutôt lié à quand c'est le traitement à la sécheresse buccale. Donc soit quand ils dorment avec la bouche ouverte parce qu'ils ont du mal à respirer par le nez, et donc cette sécheresse buccale va donner justement perturbation de l'écosystème au niveau cavité buccale, l'effet tampon de la salive, et ça va plus favoriser ces troubles au niveau dentaire. Mais en tant que médicament connu par rapport à cette toxicité au niveau de la cavité buccale en rapport avec ce type de problème, à ma connaissance, je ne pense pas que ça... Juste un complément par rapport à ce qui vient d'être dit. Quand on était à l'époque, il y a très longtemps, tous on était en France, on avait une cartographie de la France par rapport au fluor. Oui. C'est-à-dire que le fluor, il donne des dents qui sont jaunes ou tachetées, marron. Et il y avait par exemple, Lyon, on ne peut pas donner de fluor, le zimafluor, etc. Alors qu'à Paris, il fallait le donner parce qu'il y avait une diminution. Donc, il faut faire très attention. Il paraît qu'à Khourebga, par exemple, c'est surtout le fluor de l'eau qui donnerait des dents aussi colorées plutôt que les phosphates. Plus que ça, pas de l'eau, du fluor inhalé. Donc c'est encore plus... C'est-à-dire que... Oui, mais c'est vrai que nous, au Maroc, on n'a pas de... C'est-à-dire que la cartographie, il y a une cartographie du fluor, mais c'est pas des... C'est-à-dire que nous, en consultation au centre de soins à Casablanca, où il n'y a pas une zone endémique et tout, on reçoit beaucoup de patients qui ont des fluoroses. Quand on fait notre interrogatoire, on trouve que c'est des personnes qui habitent dans la région de Casa, dans les zones où il y a des industries, des usines et tout. Et donc probablement que c'est ça qui va peut-être relarguer du fluor et être source de cette toxicologie. Pour avoir une intoxication au fluor, il faut donner aussi, je ne me trompe pas, 500 comprimés de zimafluor qui n'est plus commercialisé en France, de 0,25 mg. Ceci étant dit, quant à la part juvénile,
Je ne pense pas que le fer précoce, ça donne la partie juvénile. C'est l'apanage beaucoup plus des bébés. C'est beaucoup plus certains gènes de la flore buccale qui donnent l'hydrogène en plus du fer par les microtraumatismes des gencives, des globules rouges. Ça d'une part. D'autre part, ma question, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents? Il y a beaucoup de parents qui nous demandent la conduite à tenir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs enfants qui ont un bruxisme. Oui, les dentistes ne les prennent pas en charge. Nous, on est en avant-garde. Ils nous demandent, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Alors, je vais essayer d'être rapide pour ne pas retarder. Alors, pour la toxicologie du fluor, on parle de toxicologie chronique, c'est-à-dire un apport qui est supérieur à la dose optimale. Et au long cours, le problème qu'il y a, c'est pas les fluoroses qu'on a des zones endormies, c'est des petites taches au niveau des incisives, c'est disgracieux. Donc quand on fait une prescription de fluor, on l'a fait pour avoir des dents saines. Alors un patient qui a pris du fluor pendant des années pour ne pas avoir de caries, quand il se retrouve avec des dents avec des taches, on n'est plus dans l'intérêt du fluor. C'est surtout ça le problème. Alors la deuxième question... Le bruxisme, c'est un problème pour tout le monde. Le problème qu'il y a, c'est que nous ce qu'on préconise, c'est des gouttières pour soulager un petit peu les limites d'égalité au niveau des dents. Et aussi, on prescrit le fait d'éviter les écrans avant de dormir, des choses un petit peu de relaxation, les massages au niveau de la joue pour un petit peu réduire la contraction au niveau des muscles faciaux, des choses comme ça, mais vraiment une thérapeutique. C'est plutôt soutien psychologique. C'est plutôt soutien psychologique. Question de C'est professeur. plutôt soutien Question professeur. Voilà. Alors c'est surtout soutien psychologique pour le bruxisme plutôt que, bien sûr, en plus de ce qui est local. Mais voilà. Alors ma question, c'est plutôt un commentaire, à savoir pour l'assistance et pour Madame Bensouda, le problème de ces enfants qui ne sont pas traités par les dentistes plutôt que les référents. Donc, notamment les encéphalopathies chroniques, et vous avez rapporté qu'il y a des anomalies dentaires du fait de l'alimentation, de succion du pain, etc. Le plus souvent orienté, je crois que vous êtes un peu envahi par mes malades, parce que j'oriente les parents, les pauvres, ils viennent, ils accusent le dentiste de ne pas le suivre, je leur dis, allez-y directement au CHU. Et j'espère, c'est la même chose qu'ils ont à Marrakech. On avait vécu les années 80, la même chose, mais maintenant, avec le CHU, le centre hospitalier dentaire, ça pose plus de problèmes. Et surtout, une autre question, et je m'arrête là, c'est anesthésie et ces enfants qui présentent encéphalopathie. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je veux juste souligner qu'on a longtemps collaboré avec monsieur le professeur Aïtari dans la prise en charge des patients à besoins spécifiques. Vous avez initié ça, en tout cas la collaboration depuis des années avec le service, déjà quand vous étiez chef de service de P3. Et là, on a continué et que maintenant, on a un centre, c'est-à-dire que la prise en charge de patients sous sédation, ça, je pense, ça répond à votre question, sédation au méopin, protoxyde d'azote, et on a des séances organisées pour les soins sous âgés. On reçoit d'ailleurs des patients de la région de Jdida, donc ils sont programmés aussi, et ça permet de prendre en charge ces patients qui ont un spectre autistique ou bien des troubles comportementaux qui sont très difficilement pris à l'état vigile. Donc on a cette sédation, on utilise encore la prémédication sédative et les différents éléments pour pouvoir gérer ces patients. Et donc je voudrais remercier et vraiment beaucoup de mérite à M. le professeur Aïtari qui a initié avec nous cette prise en charge dans tous ces volets, parce que c'est vraiment très large. Ça peut à elle seule constituer un sujet de discussion par rapport à ça. Dernière question de Monsieur le Président. Le Président. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Petite question pratique qu'on vit tous les jours au cabinet. C'est quand est-ce qu'il faut orienter des déformations dentaires pour l'orthodontiste?
Deuxième question, c'est, vous avez parlé d'hygiène. C'est à partir de quel âge vous commencez l'hygiène? Brossage, machin. Alors l'hygiène, c'est à partir du moment où il y a une dent qui est en bouche. À partir du moment où elle est Comment en faire? bouche, il faut la nettoyer. Comment faire? Donc, maintenant, il y a des brosses à dents adaptées pour le petit enfant, pour l'initiation au brossage, l'initiation à l'hygiène. Au début, on peut même utiliser des compresses, des instruments, mais maintenant, je pense qu'il y a des brossages et c'est fait par la maman parce qu'on ne peut pas laisser une brosse à dents à un enfant très très jeune. Bon, au début, un petit peu pour jouer sous le contrôle de la maman, mais c'est vraiment pas l'outil qu'il doit avoir en main longtemps. Et par rapport à l'ortho, en fait, c'est une demande des parents et c'est aussi quand je vois de façon évidente une anomalie. Maintenant, c'est vrai que le dépistage, on peut orienter de toutes les manières une consultation chez un orthodontiste. C'est pas problématique, c'est toujours. Mais déjà le dentiste, si j'oriente vers le dentiste, parce que c'est très important d'avoir au moins une consultation, même une fois par an, chez un dentiste, elle va pouvoir permettre ça. Donc lui, s'il voit qu'il y a des signes présomptifs de malocclusion ou plus plus tard, il va peut-être les gérer ou l'orienter, bien sûr. Merci beaucoup, professeur Bensouda, pour votre patience, pour vos excellents